nous allons être 4, hein, donc avec nous à distance Philippe Velten, mais qui a peut-être coupé sa caméra. Voilà, donc Philippe Velten, hein, que pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, qui est directeur académique de la pédagogie et copilote en charge du déploiement de l'évaluation des écoles et des établissements du second degré. Et puis à mes côtés, on va commencer par la dame quand même. Donc Virginie Sparta, qui est inspectrice de l'éducation nationale du premier degré, en charge de la circonscription, je lis pour ne pas me tromper, Château-Chinon, Nivernais, Morvan, dans la Nièvre, voilà. Hein. Et puis à ma gauche, Francis Bignoli, hein, qui est principal du collège La Croix de Sarrazin à Aussonne, en Côte d'Or. Et puis donc moi qui vais animer et en même temps répondre à certaines questions, on a un peu un jeu de rôle entre nous. Donc Christophe Bourse qui suit conseiller technique établissement vie scolaire du recteur et DAF, c'est-à-dire chargé de la formation des personnels d'encadrement, les personnels de direction, les inspecteurs des 3 corps et dorénavant avec le AFC aussi les cadres administratifs. Voilà. Donc, pour commencer, peut-être pour déjà nous redonner, resituer, nous redonner le cadre hein, de l'intitulé de cette table ronde, Philippe Velten à distance, est-ce que tu peux nous rappeler les enjeux de l'évaluation des établissements et des écoles et nous dire à peu près plus concrètement comment se déroule une évaluation? Très bien, merci Christophe, bonjour à tous. Désolé de donc j'espère que la connexion sera assez stable parce qu'on a quelques petits problèmes de connexion. Alors pour répondre à la question, on n'avait pas trop de temps, quelques éléments assez globaux hein, sur le pourquoi. Donc je vais répondre à la question pourquoi faire, comment et dans quel but. Donc c'est des rappels, donc je vais aller assez vite parce que certains d'entre vous ont déjà ces éléments-là, mais ça permet de repartager l'ensemble du dispositif avec tout le monde. À partir de la rentrée 2021, la France donc, a mis en place un dispositif d'évaluation des écoles et des établissements à l'échelle nationale de façon, on va dire, systématique et régulière. À savoir, tous les ans, 20% des établissements et des écoles sont évalués, donc une évaluation tous les 5 ans, ce qui représente dans notre académie 52 établissements par an et 115 groupements d'écoles. Parce que pour les écoles, on fait des groupements, parce que vous imaginez bien, sinon ce ne serait pas possible. Mais déjà, on voit qu'il y a même un certain nombre d'unités à évaluer chaque année, c'est assez conséquent. La France était en fait le dernier pays européen, ce qui n'est pas un problème en soi, mais à mettre en place, on va dire, à l'échelle nationale, une évaluation des établissements. Car en fait, tout ça est un peu lié à notre histoire, hein, c'est-à-dire que c'était l'évaluation individuelle qui primait, et avec cette idée que le seul moyen d'améliorer l'effet maître pour justement améliorer les résultats des élèves, c'était de mettre en place ces évaluations individuelles. Or, la dynamique collective peut également avoir un effet sur l'effet maître, et il existe également un effet établissement qui est important et dont il faut tenir compte, et également le fait que le lien entre l'autonomie et l'évaluation est résolument maintenant considéré comme un vecteur de progrès. En fait, on est sur une question d'un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand on a une autonomie, ce qui est le cas des établissements dans notre pays, et également dans une moindre mesure des écoles, cette autonomie, on va dire, peut se re-questionner par une évaluation, que ce soit auto-évaluation, évaluation externe, les deux, hein, selon les pays c'est différent. Mais l'idée c'est que l'autonomie peut se réguler par l'évaluation, qui permet également en responsabilisation. Et le cercle vertueux c'est ça, c'est-à-dire qu'on a l'autonomie, l'évaluation et la responsabilisation au service de cette autonomie. Et c'est bien dans ce cadre-là que notre pays est rentré dans le dispositif. Alors quelques éléments rapides sur les enjeux, c'est-à-dire pourquoi faire. Alors je vais juste prendre quelques mots pour aller assez vite. Premier point, c'est le verbe améliorer. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche d'amélioration. Et pas de contrôle, etc. C'est l'amélioration de la qualité, tout d'abord des apprentissages des élèves, de leur bien-être, de leur vie dans l'établissement, de leur parcours de formation, mais également pour améliorer les conditions de réussite collective dans l'établissement, pour que la vie et le bien-être dans l'établissement soient partagés. Donc on est vraiment sur un processus d'amélioration. Ensuite, le comment. Comment faire pour arriver à ça? Je vais aussi prendre quelques verbes pour illustrer. Premier verbe, c'est impliquer. Il s'agit en fait, dès la phase d'auto-évaluation, j'en parlerai tout à l'heure, d'impliquer l'ensemble des acteurs de l'établissement. Et quand on arrive à le faire, eh bien, la démarche est d'autant plus intéressante et positive. Il s'agit également de prolonger et d'enrichir. C'est-à-dire le regard externe permettra ce prolongement, cet enrichissement. Et ça fait partie de la démarche. Et tout ça pour faire la promotion de l'apprentissage collectif.
Hein, on est vraiment sur cette démarche collective qui permettra de progresser ensemble. Et maintenant, quelle finalité opérationnelle? Elle est, on va dire, le fait d'actualiser et renouveler projet d'établissement, projet d'école, contrat d'objectifs pour les établissements, avec la mise en place d'un plan d'action et également d'un plan de formation. Et c'est ce point-là qu'on va justement traiter de nos interventions. Alors concrètement, comment ça se passe? En un mot, en fait, l'évaluation se déroule en 2 phases. Une phase d'évaluation suivie d'une phase d'évaluation externe. Donc ça, c'est assumé par le CNIS, c'est national, et ça se met en place partout. Et il s'agit également de considérer et d'interroger de manière systématique et simultanée 4 domaines. Donc l'enseignement et l'apprentissage, domaine 1. Le domaine 2, c'est la vie dans l'établissement pour les élèves, le bien-être des élèves, on va dire, hein, le climat scolaire. Domaine 3, c'est la question du fonctionnement interne de l'établissement. Et le domaine 4, c'est l'ouverture de l'établissement vers l'extérieur. Voilà les 4 domaines qui sont considérés simultanément. Pour la phase externe, en fait, on a une équipe pluricatégorielle qui se décale de l'établissement, composée entre 4 et 8 évaluateurs externes, qui restent une semaine pour justement recueillir des données, principalement des observations de classe et des entretiens, hein, qui permettra après de les analyser, de produire un diagnostic, de proposer des actes d'amélioration et ensuite d'écrire un rapport. Voilà au milieu, très rapidement, les éléments que je voulais partager avec vous. Merci Philippe. Donc on a une année d'expérience, hein, la campagne 2020-2021, et on est dans notre 2e campagne actuellement qui est en train de se terminer. Mais d'ores et déjà, sur la première campagne, est-ce que tu peux nous dire ce que les évaluations nous ont appris sur les conditions d'apprentissage des élèves et sur le fonctionnement pédagogique des établissements? D'accord, merci Christophe. Donc assez rapidement, hein, je ne vais pas faire un bilan très exhaustif parce que là il faudrait pratiquement 2-3 heures. Alors au sein d'un groupe de travail qui s'appelle le comité technique, le COTEC, et je sais qu'il y a des collègues qui sont dans la salle, qui ont participé à ce bilan, en fait on s'est intéressé à un bilan académique des différentes données qu'on a recueillies. Alors je vais me concentrer sur 2 types de données. Tout d'abord les données qui sont liées aux observations de classe, car nous avons donc pratiqué les observations de classe de manière systématique hein, dans tous les établissements. Là, je fais que le bilan pour les établissements, pas pour les écoles. Hein. Ma collègue, je crois qu'elle en parlera tout à l'heure. Et donc, nous avons pu concaténer, on va dire, à peu près 1000 observations. Les observations que nous faisions, c'était à partir d'une grille. Et cette grille, en fait, traitait des relations, des rapports de l'élève avec l'activité, des élèves entre eux, des élèves avec le professeur et des élèves avec son environnement. En fait, on faisait vraiment une observation de la manière dont les élèves apprennent. Et ensuite, nous avons aussi regardé un peu la posture de l'enseignant qui était complémentaire. Et autre élément de bilan, nous avons regardé donc, dans les 40 rapports à peu près que nous avons étudiés, c'est le bilan de l'année dernière, nous avons regardé les forces et les faiblesses identifiées. Donc là, on s'est plutôt basé sur les entretiens, ce que nous ont dit les personnes, on va dire, dans un établissement, les acteurs, les parents, les élèves, et on a essayé de faire ressortir les éléments essentiels. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a pu faire comme observation? Premier point, et on ne s'y attendait pas forcément de manière aussi importante, c'est la question de l'autonomie des élèves dans leurs apprentissages. En fait, que ce soit dans la partie observation de classe et que ce soit dans les entretiens qu'on a pu mener, eh ben on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique quand même assez importante sur le sujet. C'est-à-dire que dans les observations de classe, ce qu'on observe, c'est qu'en fin de compte, on vit un petit peu dans un monde pressé, c'est-à-dire les choses vont très vite, donc on enchaîne, et les élèves n'ont pas beaucoup de temps, on va dire, pour développer leur capacité à comprendre ce qu'ils apprennent et à comprendre leurs apprentissages. Donc l'idée, c'est, et là on est vraiment sur la question des pratiques pédagogiques, comment fait-on pour que l'élève par lui-même, il puisse construire ses apprentissages, pour que par lui-même, il comprenne ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, et qu'il puisse progresser petit à petit par rapport à ça. Et là, on est sur un processus qui est quand même assez différent. Autre point qui a été repéré, c'est la différenciation pédagogique. Alors ça, c'est plutôt un propos qui a été recueilli comme un besoin identifié par les professeurs dans les entretiens. On l'a effectivement également observé en classe. On voit d'ailleurs la différenciation, hein, c'est assez divers, mais en tout cas, il y a un point d'appui. Par contre, c'est un besoin vraiment identifié dans les entretiens. Autre point qu'on a pu identifier, à la fois dans les entretiens et dans ce qu'on a pu voir, c'est la question de l'accompagnement de l'élève de manière plus individualisée dans le cadre de la personnalisation des parcours. Donc ça, c'est un point aussi qui est identifié comme un point à travailler. L'évaluation des élèves également, notamment les compétences, notamment
au collège. Hein, on est souvent, c'est une question qui est récurrente, c'est-à-dire que ça a été mis en place, hein, l'évaluation des compétences au collège, alors avec note, pas note, enfin ça dépend des systèmes. Mais là, les enseignants se re-questionnent sur le bien fondé, sur comment est-ce qu'ils doivent continuer. Et là, on voit bien qu'ils ont besoin d'un apport externe et un apport un peu scientifique, réflexif par rapport à ça. L'apprentissage de l'oral. Alors là, c'est effectivement quelque chose d'assez fort également dans les observations de classe. Il y a peu d'occasions pour les élèves, en dehors de dispositifs, mais dans la classe même, pour construire un propos, pour, on va dire, développer un argumentaire, par exemple. Ils vont répondre à des questions par un mot, par une phrase, quelquefois, mais ils ont peu de temps pour s'exprimer. Et dans une classe, dans une séance, les élèves s'expriment très peu. Donc, c'est pas une pratique, on va dire, qui se fait de manière récurrente. Le parcours à venir à l'orientation, là, les observations, surtout au collège, hein, ont montré qu'il y a un parcours à construire. C'est un point d'attention. Et dernier point, et là c'est plus dans le fonctionnement global de l'établissement, il y a également une observation qui a été faite sur vraiment, je crois, 32 rapports sur les 37 recueillis, comme un point d'attention et de faiblesse, c'est la collaboration pédagogique interne. C'est-à-dire que les enseignants dans un établissement, effectivement, communiquent, échangent sur les élèves, sur les projets qu'ils mènent, par contre, parlent peu de leur pratique pédagogique. Donc il y a peu de moments où on est, on va dire, sur des éléments d'échange de pratique. Hein, c'est des éléments qui sont peu vus, et notamment sur les thématiques transversales. Alors là, j'ai identifié évidemment les besoins. Il y a plein de points positifs dans ce qu'on a vu. Hein, on a par exemple une impulsion de projet très forte, on a une expertise des équipes pédagogiques, on a des enseignants qui sont très accompagnants par exemple. Peut-être un peu trop, c'est-à-dire que l'accompagnement est très fort, mais on ne lâche pas prise, si vous voulez. Dans les postures qu'on a pu observer, eh bien, la partie de lâcher prise pour permettre à l'élève de construire ses apprentissages, d'être créatif, pour le mettre en activité, est moins assumée. Hein, alors que les élèves, globalement, sont relativement, on va dire, le climat scolaire des classes est quand même très 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 positif hein, dans la clinique. Voilà, donc voilà les éléments principaux hein, qu'on a pu ressortir et qu'on a pu objectiver. C'est ça qui était intéressant dans le processus d'évaluation. Bien. Monsieur Bourse, peut-être que c'est à moi de vous poser une question. Ouais, je pense que dans le scénario que nous avons mis, c'est à toi, en effet. Je vois le point de poser, justement, parce que là, on a fait un petit peu un état des lieux hein, de ce qu'on a pu observer au niveau des évaluations des établissements. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est-à-dire que si ça s'arrête là au constat, eh bien, et qu'on attend dans 5 ans pour voir si c'est pareil, mais qu'entre les deux, il ne se passe rien, c'est sûr que ce n'est pas très utile. Donc ma question, Monsieur Bourg, c'est comment l'Académie et le AFC peuvent-ils accompagner les établissements évalués? Et selon quelle stratégie? Vous avez vu, on est au point sur le scénario qui a été terminé hier soir. Hein. Alors, en complément de ce que vient de dire Philippe, plus sérieusement, donc, dans ce bilan de la campagne 2021, on a aussi fait le bilan des rapports d'évaluation externes. Hein, et donc on a analysé et fait une synthèse. L'année passée, les 50 n'étaient pas tout à fait terminés, donc 42, 43 rapports d'évaluation externe. On a fait l'analyse et la synthèse des axes d'amélioration qui avaient été proposés par les évaluateurs externes. Chaque rapport donne lieu à peu près à 3 ou 4 préconisations, axes d'amélioration. Donc on a travaillé là-dessus et on a regroupé ça en 3 familles. Une première famille qu'on a appelée « Consolider la réussite des élèves ». Je ne vais pas tout vous donner non plus, mais ce qui ressort, donc sur un peu plus de 40 rapports, développer la personnalisation des parcours, cette thématique-là est ressortie dans les axes d'amélioration à 27 fois, sur 40 et quelques, hein, par les équipes d'évaluateurs. Le deuxième point, qui est beaucoup ressorti, puis on en reparlera tout à l'heure avec Francis, tout ce qui tourne autour du développement de l'autonomie de l'élève. C'est sorti 22 fois, hein, sur 40 et quelques rapports. Il y a eu 22 fois un axe d'amélioration qui parlait du développement de l'autonomie des élèves. Après d'autres, hein, recentrer la réflexion sur l'enseignement et l'évaluation par compétences, développer une politique de l'orientation ambitieuse. Voilà ce qui est ressorti dans cette famille-là qu'on a appelé « consolider la réussite des élèves ». On a un autre paquet d'axes d'amélioration qu'on a rangé sous l'étiquette « revisiter les pratiques d'enseignement ». À 17 fois est ressorti « mieux prendre en compte la diversité et l'hétérogénéité des élèves ».
et à 14 fois repenser la posture de l'enseignant face à cette hétérogénéité. C'est ce qui, en gros, est ressorti le plus de fois. Après, on a développé les actions collectives, expérimenté. Et le troisième regroupement, la troisième famille, des axes d'amélioration qui avaient été proposés l'année dernière, on les a rangés sous l'étiquette « Développer une culture d'établissement qui associe l'ensemble de la communauté éducative ». Un exemple est ressorti 24 fois quand même sur 42-43 rapports. Rendre plus lisibles et plus visibles les actions au sein de l'établissement. Et le deuxième point qui est beaucoup ressorti en axe d'amélioration, qui est ressorti 16 fois, promouvoir l'ouverture de l'établissement vers l'extérieur et conforter les partenariats de l'établissement. Voilà ce qui ressort de cette analyse. Alors, comme le dit Philippe, c'est un constat supplémentaire par rapport à ceux qui ont donné, ceux qui a donné Philippe. Donc, qu'est-ce qu'on en a fait ? On a donc, dans un deuxième temps, en parallèle, analysé les demandes de formation d'initiatives locales qui avaient été faites par les établissements pour cette année scolaire. Donc, les établissements évalués en 20-21, qu'est-ce qu'ils ont demandé comme formation d'initiatives locales pour 21-22 ? Et on a croisé ça avec les préconisations qui avaient été faites. Et donc, on a mis à chaque fois en rapport les demandes de fil et les préconisations du rapport de l'établissement concerné. On ne va pas se mentir, pour cette année, un certain nombre d'établissements n'ont pas fait de demande de fil. Ceux qui en ont fait, ce n'était pas toujours en lien non plus avec les axes d'amélioration qui avaient été proposés par l'équipe d'évaluateurs. Pour autant, on s'est aperçu quand même que certaines files étaient en lien avec les conclusions de l'auto-évaluation. Donc c'était déjà pas si mal. Ça veut dire que c'était un point sur lequel l'établissement avait trouvé un intérêt, qui n'avait pas été forcément repris dans sa globalité, dans sa totalité par l'équipe d'évaluateurs, mais pour autant c'était resté un sujet pour les équipes, et donc il y a une demande de fil qui a quand même été faite. On n'est pas très inquiet non plus. Pourquoi ? Puisque, à notre sens, il faut du temps aussi pour que les équipes s'approprient le rapport d'évaluation. La campagne 20-21 s'est terminée en mai. Les premiers établissements qui avaient été évalués ont eu le rapport d'évaluation en janvier-février, et donc les autres en fin d'année. C'est compliqué et difficile pour un chef d'établissement et pour ses équipes d'appréhender les conclusions, de travailler sur les besoins, sur l'écriture du futur projet d'établissement et de se dire, de ce fait-là, on a besoin de ça comme formation, on va faire une demande de fil. Donc, on va être plus attentif cette année. On espère et on imagine que les établissements évalués en 2021, après un an de reprise du rapport d'évaluation, on espère que là, on aura des fils qui vont mieux correspondre aux préconisations de l'évaluation. En parallèle de ça, on peut attendre que les établissements demandent des fils, mais on peut aussi, l'académie et donc le AFC peut être aussi force de proposition. Donc, dans un troisième temps, on a travaillé, on s'est intéressé au dimensionnement de l'offre de formation pour qu'elle soit plus cohérente avec les préconisations qui avaient été faites dans les rapports d'évaluation. En gros, on s'est posé la question, fallait-il créer des nouveaux groupes de formateurs sur des thématiques qui n'existaient pas ? Et donc c'est normal que dans ce cas-là, les fils ne viennent pas naturellement, parce qu'on ne va pas se mentir, en général, quand même, les chefs d'établissement regardent un peu ce qui se passe autour. Dans un réseau, c'est pareil, et on sollicite des thématiques qu'on a déjà vu passer ou dont on sait qu'il y a peut-être une perspective de formateur. Donc peut-être, on s'est posé la question, fallait-il créer des groupes de formateurs ? La réponse est en partie oui. Fallait-il aussi renforcer des groupes de formateurs existants ? La réponse est aussi oui, puisque imaginons que tous les établissements qui avaient besoin d'une formation, qui demandent une formation sur l'autonomie ou sur la différenciation pédagogique, qui sont des choses qui sortent, est-ce que l'équipe de formateurs actuelle serait en capacité d'eux ? La réponse est non. Donc il va falloir aussi travailler là-dessus. Mais on va revenir sur ce point-là un peu plus tard dans la table ronde, dans notre scénario. On a aussi, dans un quatrième temps, et c'est ce qu'on est dessus là avec Guillaume et le AFC, on met en place un groupe de travail qu'on a appelé « Évaluation des établissements et fils ». Comme vous l'avez compris, le AFC, on travaille en 7 cycles. Ce cycle-là n'existe pas dans l'absolu. Et donc, on le crée spécifiquement.
quelle est l'idée de ce groupe de travail? Ce groupe de travail, c'est répondre à deux questions, en fait. Quelles thématiques doivent plutôt être prises en charge par des fils et quelles sont celles qui sont plutôt à prendre en charge par un plan de formation plus descendant? Et la deuxième question, c'est si on pense qu'une file est plus adaptée pour cette thématique-là, quelle modalité, quel mode doit prendre cette file? Dans ce groupe de travail, on a imaginé la composition de cette manière. On s'est dit il faut un des animateurs du réseau dont les établissements ont été évalués. Donc on va demander au réseau de nous désigner un animateur ou un chef d'établissement qui portera le réseau, un CPE et un enseignant, pour qu'on ait ce regard chef d'établissement, CPE, enseignant, du réseau qui a été évalué l'année dernière. 4 réseaux, puisque 4 départements, pour faire simple, donc ça fait déjà un groupe de 12 personnes. On va faire la même chose avec cette année, donc on arriverait, dans l'absolu et l'idéal, à un groupe de travail de 24 personnes, ce qui est déjà énorme, hein. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier non plus les inspecteurs référents de réseau, hein, qui seront conviés aussi. Donc voilà, on va avoir un groupe de travail un peu conséquent, mais enfin, on n'est pas non plus dupe, on sait bien que tout le monde ne sera pas présent. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre en place ce groupe de travail aussi pour travailler sur la conception des fils. Voilà ce qu'on a tiré de toute cette analyse et tous ces constats à l'issue de la campagne 2021 et où nous en sommes actuellement. Alors là, je vais me tourner maintenant vers Francis Bignoli, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, un des points était l'autonomie, hein, qui était beaucoup ressorti dans 22-23 rapports de mémoire. Et c'est un des axes que toi, tu as dans ton établissement saisi. Et je crois, j'en suis même sûr, tu as mis en place une classe 6e autonome dans ton collège. Et donc la question est pourquoi et comment tu as conduit ce projet? Ça marche. Très bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, nous avons mis en place ce projet innovant à l'issue de l'auto-évaluation et de l'évaluation de l'établissement. On faisait partie des premiers établissements l'an dernier. Je dirais que déjà la partie très intéressante, c'est le moment aussi où j'ai arrivé dans l'établissement. La concomitance de l'arrivée d'un nouveau chef et de travailler sur l'évaluation, je trouve qu'elle est intéressante parce que je me questionne évidemment sur les forces et faiblesses de l'établissement. Donc j'avais besoin de cet appui-là, je trouvais ça très intéressant, pour ma part en tout cas. Donc l'idée, on s'est bien appuyé sur le canevas de départ rectorat, qui est très bien fait, qui nous permet un petit peu déjà au chef d'établissement de pouvoir asseoir des choses assez facilement sur des groupes de travail, sur les thématiques qu'a présenté tout à l'heure Philippe Veltel. Et sur un des groupes en particulier, il a été remonté que les élèves perdaient en autonomie. C'est-à-dire qu'ils perdaient en autonomie pendant leurs années collège, ce qui, on le savait plus ou moins déjà, on va dire entre nous, mais c'est ce qu'on montait un petit peu en auto-évaluation. On s'est dit, il faut qu'on travaille sur ces thématiques-là qui montrent quand même que les élèves, ils avaient acquis un certain nombre de process, particulièrement en école élémentaire, ils les perdaient au fur et à mesure au collège. Donc on s'est dit, il faut qu'on travaille sur ces thématiques-là. Qui plus est, sur le secteur, sur les écoles du secteur, il y avait déjà 2 écoles qui avaient travaillé sur l'autonomie. Donc ça nous a permis aussi de s'appuyer, nous, dans l'esprit, sur le conseil école-collège, et donc de travailler en fait sur le cycle 3. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé, enfin nous dans l'idée, on était en train de se dire que ça serait intéressant qu'on travaille sur le niveau 6e. Mais là on était uniquement sur l'auto-évaluation. Ensuite on a eu les évaluateurs externes qui sont venus pendant une semaine dans l'établissement. Et quand ils sont venus, ils ont observé un petit peu, ils nous ont rapporté les mêmes choses. Je vois qu'il y a une pilote de l'évaluation qui est dans la salle. Et donc, ils ont remarqué un petit peu les mêmes choses que nous. Et ce qui a été rapporté même à la fin du bilan global de l'ensemble des évaluations sur notre réseau, c'est qu'en effet, cette perte d'autonomie, elle se retrouvait un peu partout. Hein, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, on a été conforté en fait par ce regard extérieur qui était pour moi intéressant. L'autre point, il fallait qu'on trouve quand même des personnes au sein de l'établissement qui peuvent porter un projet. Et il y a une personne qui est aussi dans la salle, qui est, comme quoi, voilà, qui est formatrice aussi, et qui, elle, réfléchit depuis longtemps un petit peu sur un travail différencié avec ses élèves en classe. Je dirais même, en arrivant, j'entendais beaucoup de choses, évidemment, on voit bien, on a les oreilles qui sont ouvertes, et tant les parents que d'autres collègues se disaient, ouais, c'est un fonctionnement bizarre, différent, elle fonctionne comme ça, etc. Parce qu'on voit bien, hein, la plupart, dès que quelqu'un change quelque chose, on regarde en biais en se disant, mais comment il fonctionne? L'idée, c'est qu'une autre deuxième collègue qui s'est dit, bah, tiens, moi, je veux bien travailler aussi sur cette thématique-là. Et donc, globalement, on s'est dit, bah, tiens, il va falloir que
on puisse construire un projet qui puisse être intéressant en s'appuyant sur la carte. Donc le deuxième point, ça a été, après cette évaluation, le retour aussi du rapport des évaluateurs externes, se dire, bah, tiens, on va construire ce projet en lien avec les écoles du secteur, et de se dire, voilà, quelle continuité on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut faire avec les élèves. Donc ce dossier était complet. Moi, en gros, chef d'établissement, je n'ai pas grand-chose à faire. Moi, j'accompagne, hein, voilà, c'est tout ce que je fais. Je dirais, moi, chacun reste à sa place. Ce qui est important, c'est une équipe, en fait, qui puisse mener. Mon rôle, moi, ça a été surtout, d'ailleurs, déjà de faire voter au CA, évidemment, hein, pour qu'on puisse présenter ça à l'ensemble des administrateurs qui comprennent un petit peu quels sont les enjeux, qu'on ait ensuite, qu'on puisse travailler sur une équipe. Parce que c'est toujours pareil, on veut proposer quelque chose, les autres établissements se disent, on ne va pas nous imposer un mode de fonctionnement. Donc il fallait qu'on essaye de trouver des collègues qui étaient susceptibles de participer à ce projet. On a réussi à avoir une équipe globale qui a pu en fait rentrer dans le projet. Après, il a fallu, période de Covid, ça aussi, ça ne nous a pas aidé en fait, hein, le recrutement des élèves, dans les liaisons avec les écoles de secteur. Donc il a fallu qu'on recrute les élèves et quels étaient les élèves qu'on allait intégrer dans cette classe. L'idée, tout de suite, on pourrait se dire, on peut mettre que des élèves qui ne sont pas autonomes et on les amène tous vers l'autonomie. Je vais faire une métaphore. Si on veut faire en sorte d'avancer un train, on ne peut pas mettre que des wagons. On a besoin d'une loco. Donc l'idée, il fallait qu'on trouve quand même un certain nombre d'élèves avec les professeurs des écoles de CM2, de nous dire quels sont les élèves qu'ils avaient repérés, qui étaient susceptibles d'être des gens en autonomie et en capacité d'amener les élèves. Donc on s'est appuyé sur 2 écoles, Tinée et Champ d'autres, sur notre secteur. Et on a pris d'autres élèves, d'autres écoles, qui pouvaient ou être en difficulté, ou être moyennement en difficulté, on va dire, dans l'autonomie. Et donc on a constitué cette classe globalement. Je ne suis pas trop long? Non, c'est très bien. Même s'il y a eu un article dans la presse il n'y a pas si longtemps ça, mais c'est bien de décrire parce que tout le monde ne l'a pas vu. Voilà, donc on explique un petit peu donc, le déroulé. Alors après, ce projet-là, une fois qu'on a construit les classes, on n'a pas eu le temps de communiquer. C'était un des écueils de cette année, l'année dernière. On n'a pas pu communiquer avec les familles. Covid, on ne pouvait pas voir les parents, c'était très compliqué. Donc on a des parents à la rentrée qui sont venus affolés. Quoi, mon enfant il est en classe autonome, qu'est-ce qu'il a fait? Et puni. Bon, reçu les parents, je me suis excusé en disant je suis désolé, on n'a pas pu vous informer, mais on expliquait un petit peu que c'est une classe, on va dire comme les autres, qui fait le même programme, et les parents ils ont peur de ça. On a stigmatisé mon enfant, etc. Donc l'idée c'était de se dire comment on accompagne et comment ça va se passer pour leur enfant. Donc on a dit vous allez vous laisser du temps et les équipes ont présenté le projet. Donc le projet lui-même, il a été totalement déconstruit dans certains programmes, notamment en français, dans l'article il présente bien, en français en particulier, en histoire, mon histoire elle a déjà l'habitude, la collègue, mais en français en particulier, de tout déconstruire le programme et mettre en palier de compétences avec des ceintures en fait, de compétences de couleur. Donc il y a un côté un peu ludique, etc. pour les élèves. Il y a l'idée qu'on s'était posée rapidement, c'est dire le fameux lâcher-prise qu'a dit Philippe tout à l'heure, c'est vraiment le lâcher-prise. Les enseignants sont encore trop dans le magistral, dans l'idée du descendant, même si ça évolue évidemment. Je ne veux pas montrer quelque chose de très caricatural, mais l'idée c'est ça, assez souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a un confort pour l'enseignant. Il y a la crainte aussi que l'inspecteur vienne dire vous n'êtes pas un jour dans votre programme, etc. Donc certains se mettent beaucoup de pression. Dans l'idée là, moi je leur ai dit, c'est vraiment, vu que Cardi avait validé notre projet, vous y allez quoi. Faut tout explorer. C'est une année particulière. Vous faites entre guillemets plaisir, vous faites plaisir aux élèves et on va construire ensemble. Donc on était dans la co-construction toute l'année. Et la co-construction elle s'est faite aussi en fait avec les élèves eux-mêmes, parce que les élèves ont dû être dans les conseils coopératifs et faire remonter aussi eux comment ils vivaient les choses. Donc on a amélioré systématiquement les choses. Donc les programmes, j'expliquais un petit peu, donc notamment français histoire, les 2 porteuses de projet, ont fait en sorte de faire que leurs séquences étaient liées, tant en français qu'en histoire, pour permettre à l'élève pendant ses cours de pouvoir faire du français en histoire et de l'histoire en français. Ensuite, on a aménagé une salle. Notre objectif, c'était, alors on n'est pas obligé de faire comme ça, et ça c'était un choix délibéré de l'établissement. Nous, on a fait le choix d'avoir une salle spécifique dans laquelle on a aménagé cette salle pour les élèves. C'est-à-dire qu'ils ont des casiers, ils mettent leurs affaires dedans, donc ils s'approprient un lieu. On sait l'impact de l'espace dans l'acte pédagogique, donc on s'est dit qu'on allait faire ça pour cette classe-là. On a acheté du matériel, des manches debout, où les professeurs sont parfois au même niveau que les élèves et attendent que les élèves viennent, pour qu'on ait vraiment l'idée de pas le côté estrade, mais le côté horizontal dans la transmission du savoir. Et l'élève vient lui-même quand il a envie, quand il est prêt, il est évalué. Donc on a enlevé notamment ce qu'on remarque chez les élèves, la pression liée à l'évaluation. Alors on ne fonctionne que par compétences.
6e déjà jusqu'au 4e, c'est que compétences. Et c'est vrai qu'il y avait déjà une habitude de l'établissement, mais malgré tout, pour les élèves, c'était beaucoup plus facile qu'on enlève cette pression-là. Donc ils ont pu avancer à leur rythme. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'entre élèves, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de dire, moi je suis le meilleur, toi tu es le moins bon. Les élèves s'entraident. Et ça, on a trouvé que c'était extrêmement intéressant, qu'il y a un document qui est affiché dans la salle, par exemple, où le niveau de maîtrise de chacun des élèves avec sa ceinture. Il y a un élève qui remarque, par exemple, bah, tiens, moi je suis en réussite là, puis il y a mon camarade, il est en difficulté là. Je vais me rapprocher de lui et je vais l'accompagner pour obtenir et réussir cette compétence. Donc là, il y a beaucoup de valeurs qui sont venues là. Qui plus est, cette classe, et ça on avait dit dans l'article, c'est bien retranscrit, merci pour l'article qui était retranscrit, et ces choses-là font apparaître que dans la classe, comme elle était construite, il y avait 15% des élèves qui étaient plus en difficulté que dans les autres 6e. Les résultats aux évaluations de 6e, elles étaient moins bonnes. C'était la classe qui avait les moins bons résultats. Et on arrive à la fin de 6e, là, avec des élèves qui ont dépassé le niveau des autres classes de 6e, notamment en fluence, où on a vu en particulier très tôt, dès janvier, ils avaient réussi la fluence, etc. Mais c'est lié à une réflexion régulière de la part des enseignants. Hein. Très très souvent, ils ont changé, ils ont adapté les choses. Ils ont proposé la remédiation pour les élèves qui étaient en difficulté. Voilà. Et ça, les parents ont toujours accepté, les élèves aussi, parce qu'ils voyaient bien qu'ils progressaient également. Merci Francis. Donc un exemple d'une prise en compte de l'établissement, d'une des préconisations de l'évaluation, même si vous l'aviez déjà pressenti, mais vous l'aviez pressenti aussi à travers le dispositif, déjà dans la phase d'auto-évaluation. Peut-être que sans phase d'auto-évaluation, ça serait certainement venu à un moment donné, il n'y a pas de raison, mais c'est devenu plus fort et conforté par les évaluateurs externes, donc c'est devenu un vrai sujet pour l'établissement. Pour poursuivre nos échanges, Philippe, on a parlé tout à l'heure un petit peu quand même des corps d'inspection, et donc est-ce que tu peux nous dire comment les corps d'inspection sont mobilisés pour répondre aux défis de l'évaluation des établissements, aux défis pédagogiques, de ce qui ressort de ces évaluations? D'accord, merci Christophe pour la question. Je suis bon, je suis bon. D'autres collègues également inspecteurs. Et je dirais que les corps d'inspection se sont mobilisés effectivement par rapport aux constats qui ont été faits. Et en fait, l'idée au niveau de l'accompagnement par les corps d'inspection et par la mise en place de groupes de formateurs, c'est une structuration autour du principe de réponse aux besoins. Hein, Christophe en a un petit peu parlé tout à l'heure dans le cadre des fils. Il s'agit en fait de pouvoir répondre à un besoin identifié d'un établissement qui a été évalué l'année dernière pour justement répondre immédiatement à ce qu'il souhaite, que ce soit un besoin identifié dans l'auto-évaluation ou dans l'évaluation externe, pour justement continuer à générer cette dynamique pédagogique collective. Après, la question c'est comment est-ce qu'on répond à cette demande? Par quel groupe de formateurs? Alors tout d'abord, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des groupes de formateurs existants et qui peuvent élargir leur champ. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons un groupe de formateurs piloté par 2 collègues inspecteurs sur le grand oral, qui est actif, qui travaille depuis 2 ans, qui existe. Et l'idée, c'est de pouvoir faire évoluer leur travail qui actuellement est bien sûr orienté sur le grand oral, vers un objectif plus large, c'est-à-dire en incluant le collège et l'enseignement professionnel. Donc c'est un travail qui se met en place pour que, effectivement, quand un établissement, collège ou lycée n'est pas forcément dans l'objectif grand oral, veut travailler sur l'oral de manière quotidienne, que ce groupe-là puisse y répondre. Un autre groupe aussi qui va se constituer en se basant sur un groupe existant, c'est la question de la personnalisation des parcours, l'accompagnement personnalisé. Nous avons un groupe de formateurs devoirs faits, qui sous le pilotage de 2 collègues inspecteurs. Et l'idée, c'est d'élargir leur champ de travail sur justement cet aspect-là et de pouvoir aussi répondre à la demande. Toujours sur le principe de réponse à la demande, des nouveaux groupes de formateurs ont été créés dès cette année, avec déjà des formations pour eux qui ont été mises en place. Donc je vais donner un exemple, notamment un groupe de formateurs qui va s'intéresser à l'autonomie des élèves dans leurs apprentissages, piloté par 2 collègues. D'ailleurs, une des collègues, Natacha Farga, aurait dû intervenir aujourd'hui, mais malheureusement ne pouvait pas être disponible. Et elle copilote avec un autre collègue, justement, ce groupe-là. Et cette année, des formations se mettent en place, notamment en partenariat avec l'IFE. Un autre groupe qui s'est constitué cette année, il a été réactivé, parce qu'il existait il y a quelques années, c'est un groupe sur la différenciation pédagogique. Là, les demandes sont quand même relativement récurrentes, avec des constats qu'on a pu faire dans l'établissement, qui nous disaient l'année dernière, nous on demande et on n'a jamais de réponse. Donc l'idée, c'est de réactiver. La différenciation pédagogique est vraiment une expression de besoin forte, en général.
Donc pareil, le groupe s'est constitué, travaille dès cette année, et les 3 groupes que je viens de présenter, à savoir personnalisation des parcours, autonomie des élèves et différenciation pédagogique, travaillent en synergie. Parce que quelquefois, on a des demandes qui peuvent concerner l'un ou l'autre groupe. Donc il y a un travail commun qui est fait, et notamment le travail partenarial avec l'IFE est également proposé aux autres formateurs. Un autre groupe est en cours de réflexion, et notamment dans le cadre, et en lien avec la conférence de consensus révolution des élèves, qui aura lieu au mois de novembre, je crois bien, avec le CNESCO, sur l'évaluation des élèves. Parce qu'on sait que l'évaluation est aussi en lien avec l'autonomie, avec les compétences. Enfin, l'évaluation est très large, et ça concerne que ce soit le collège et le lycée. Donc c'est quelque chose qui est également en cours de réflexion. Pour les corps d'inspection, par rapport à ces groupes, on va dire transversaux, je ne suis pas sur une entrée disciplinaire des transversales, nous répondons à la demande dans le cadre de FIN. Ce sont des corps d'inspection qui en assurent le pilotage, la formation des formateurs, et qui sont là pour justement constituer une guide de formateurs pour chacune des thématiques. Ces groupes de formateurs ont vocation à être, ont vocation, et le sont actuellement, à être interdisciplinaires. C'est-à-dire que ce que nous aurons pu apprendre en tant que formateurs dans les formations pourra être partagé au sein des groupes de formateurs disciplinaires. Ce que je veux dire, c'est que les thématiques sont certes transversales, mais s'ancrent forcément dans des disciplines. Là, ça ne peut pas être hors sol. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, les deux approches sont éminemment complémentaires sur le sujet. Voilà les premiers éléments que je peux vous dire, les premières réflexions qui nous permettent un petit peu de nous préparer à répondre aux demandes, et que surtout, aucun établissement qui demande un accompagnement on puisse nous répondre, mais non, on n'a pas les ressources vives pour vous aider. Et ça, on essaie vraiment de faire en sorte que ce soit le cas. Okay. Voilà Christophe. Merci Philippe. On a beaucoup parlé du second degré. Et on reviendra après, à la fin de cette table ronde, sur l'impact sur les personnels eux-mêmes et notamment sur les cadres. Mais on a la chance d'avoir Virginie à côté de nous, Virginie Sparta, donc, qui est intervenue, puis qui a suivi le déploiement de la phase expérimentatrice des évaluations des écoles, avant le déploiement qui se fait actuellement, la campagne complète. Est-ce que tu peux nous dire si tu vois des similitudes, des différences en termes des bilans pédagogiques dans le premier degré? Alors, avant, je veux bien... Est-ce que vous m'entendez ou pas? On s'entend bien? Oui. Oui. Avant, je veux peut-être parler un petit peu des forces dégagées sur la phase expérimentale. On est parti sur une phase expérimentale fin novembre, début décembre, qui a concerné 5 écoles ou regroupements. Et puis actuellement, une phase préfiguratrice est en cours avec une trentaine d'écoles. Donc on en est au début, on n'a pas le recul du second degré. Les forces dégagées, pour l'instant, nous montrent en termes d'enseignement et d'apprentissage des équipes investies et soucieuses de faire progresser les élèves. En termes de climat, des équipes attachées au bien-être des élèves. Le fonctionnement de l'école nous permet d'identifier une bonne cohésion des équipes éducatives. Concernant les relations avec les partenaires, l'implication des familles et des collectivités sont majoritairement à noter. Ça c'est vraiment des forces qui seront des points d'appui sans doute essentiels. Sur les marges de progression, là on se situerait plutôt autour de la différenciation pédagogique, mais j'en reparlerai tout à l'heure dans une moindre mesure, en tout cas une mesure différente du second degré. Les liaisons intercycles et interdegrés. Le projet d'école a recentré comme un outil de pilotage partagé. Et puis, à nouveau dans une moindre mesure, le fonctionnement et le rôle des instances et la communication externe de l'école. Les axes d'amélioration, alors évidemment, 5 groupes, donc voilà, on a assez peu d'éléments. Simplement, peut-être un point marquant, 4 écoles sur 5, 4 regroupements sur 5, ont mis en axe accompagner le parcours de l'élève et favoriser les liaisons. Voilà. Sur les premiers retours d'expérience de la phase préfiguratrice, où là on est pour l'instant que sur des échanges informels, c'est un petit peu tôt pour en parler, mais il s'avère qu'a priori ces thématiques semblent récurrentes. Alors pour répondre en particulier sur les différences. Les différences peuvent se situer de manière très clairement sur les formes de travail observées. Sur le premier degré, on observe toutes les formes de travail, et pas seulement maternelle. Bien sûr que la maternelle, voilà, c'est une entrée particulière, mais y compris en élémentaire. Sur la différenciation, elle est certes malgré tout au cœur d'interrogation, aussi bien sur les phases d'auto-évaluation que d'évaluation finale, mais elle est plus identifiée, plus lisible sur le premier degré. De même que sur l'autonomie.
où ça marche pas. Apparemment. Vas-y. Je parlais assez fort. Il parle dedans, là, ça. Ça y est, c'est bon. Ah, c'est mieux. Ah oui, ça résonne quand ce... Bon, bah écoutez, je continue où j'en étais, je vais pas tout vous refaire, vous, hein, voilà. Ah non. Bon, ça va. Ah non. Ah non. Le temps. Alors, bon, on va faire quelqu'un j'en seul. étais donc sur, oui, l'autonomie. Même si ça reste au cœur de l'interrogation des équipes, il n'empêche que on observe vraiment une mise en œuvre de l'autonomie, pas seulement fonctionnelle, hein, y compris dans la réalisation de la tâche scolaire ou dans la mise en œuvre d'une autre activité quand une tâche est terminée. Ça, c'était aussi une grosse différence avec le second degré, où sur les observations de classe, cet item était quasiment jamais observé sur le second degré, alors que là, très nettement, sur le premier degré, on l'observe assez facilement. Alors... l'enjeu après l'évaluation sera de mettre en œuvre des modalités d'accompagnement ou de formation personnalisée adaptées aux besoins d'une école avec les moyens dont on dispose à l'échelle d'une circonscription. Donc l'équipe de circonscription, des enseignants spécialisés en charge de missions ou en charge de missions particulières, une équipe de conseillers départementaux, l'INSPE, les maîtres formateurs, des formations initiées à l'échelle du réseau, pourquoi pas, comme un levier également. Le défi pour le premier degré sera vraiment l'articulation entre les temps de formation obligatoires pour chacun des enseignants et les temps d'accompagnement ou de formation de toute une équipe en lien avec le bilan de l'évaluation et le projet de l'école. Défi tant pour les formateurs que pour les enseignants participants aux formations. Selon moi, le repérage des potentiels et compétences de chacun sera sans doute essentiel afin de trouver des relais au sein des équipes enseignantes. Aussi, la mutualisation des moyens, alors là j'ai pris un peu sur moi, on n'en a pas parlé. La mutualisation des moyens, des ressources, et elle m'a des pris le micro en compétences plus. entre le premier et le second degré. Je me dis que quand même, il faudrait peut-être qu'on finisse par y arriver. Voilà, j'ai fini pour l'instant. Très bien. Alors c'est moi qui prends le relais, je crois bien, dans notre scénario. C'est ça. Voilà. Et donc, Monsieur Bourse, je vous propose de nous intéresser aux apports de la démarche d'évaluation pour les personnels. Qu'en pensez-vous? Quelle surprise! C'était pas ce qui était prévu. Non, je plaisante. Non, alors, parce que voilà, là, on a parlé beaucoup de l'impact de l'évaluation établissement sur les... Ouais. Christophe, est-ce que je peux poser la question? Parce que voilà, c'était juste une boutade au départ. J'étais perdu. Oui. Donc, je pose la question. C'est en quoi le processus d'évaluation des établissements permet-il de développer des compétences professionnelles chez les personnels d'encadrement? Voilà, c'est ça. Parce qu'on a parlé de l'évaluation des établissements avec l'impact sur les établissements et sur les élèves, mais quid des cadres, hein, quid des cadres? C'est une question très intéressante, Philippe, d'ailleurs, au demeurant. Merci de la poser. Non, alors, les cadres, en fait, les cadres interviennent à deux niveaux dans l'évaluation. On a les chefs d'établissement qui interviennent quand leur établissement est évalué. Et donc là, ils vont mobiliser, ils vont solliciter des compétences professionnelles au moment du déploiement et de la mise en œuvre de l'auto-évaluation, au moment de la préparation de l'évaluation externe, et puis après sur le post-évaluation. Et puis on a les cadres qui sont évaluateurs. Donc là, on a de nouveau des chefs d'établissement, des personnels de direction, mais on a aussi des inspecteurs qui, eux aussi, inspecteurs et chefs d'établissement, quand ils sont évaluateurs, sollicitent, mobilisent des compétences professionnelles autres. Hein, alors, quelques exemples, on va pas citer tout le référentiel de compétences des cadres, mais vous comprenez bien que quand on est personnel de direction et qu'on a un établissement évalué, ben, par exemple, il va falloir mobiliser sa capacité à déléguer, à s'adapter, à s'organiser, à prioriser tout en identifiant les personnes aptes à assumer la délégation, à qui on va donner la gestion d'un groupe de travail, d'un groupe de réflexion. Là, forcément aussi, le personnel de direction va mobiliser une compétence, une capacité à conduire le changement et à assumer son rôle pédagogique et éducatif, en parvenant à mobiliser un projet, à impulser une dynamique, en mobilisant la communauté éducative complète, en utilisant une communication adaptée, un fonctionnement des instances adapté à l'objet,
en assurant de la concertation. Autre exemple, il va falloir que le chef d'établissement fasse preuve de leadership, hein, il va falloir qu'il gagne l'adhésion, il va falloir qu'il donne du sens à l'action. Il va falloir aussi à un moment donné qu'il construise un plan de formation à l'échelle de son établissement. Donc toutes ces compétences-là qu'il va mobiliser, qu'il va solliciter, vont contribuer à sa montée en compétences. Et quand on s'aperçoit, en discutant avec eux, et quand on est aussi soi-même évaluateur, qu'on rencontre des collègues qui parfois sont un peu fragiles là-dessus, et on a tous des fragilités. Hein. Je ne connais aucun chef d'établissement qui maîtrise absolument 100% du référentiel. Ça va être justement à nous de lui proposer, alors soit des modules de formation dans le plan de formation, où il ira ou pas en fonction de ses besoins, ou des accompagnements, ou des discussions, des tutorats, des mentorats, pour les monter en compétences. Mais déjà, le fait de les mobiliser contribue à leur montée en compétences. Dans la seconde situation, hein, celle où le cadre est évaluateur, le cadre va mobiliser d'autres compétences. Hein. Il va falloir qu'il établisse des relations de travail, de partenariat avec l'autre corps. Dans les équipes pluricatégorielles, les chefs d'établissement, les personnels de direction sont amenés à échanger, à discuter avec les corps d'inspection et vice-versa. Et donc forcément, on s'aperçoit que chez ces évaluateurs, ça crée du réseau, ça crée du lien et ça partage les regards. Et donc un évaluateur ne sort jamais, entre guillemets, indemne d'une évaluation. Il se construit aussi dans cette thématique-là d'établir des relations de travail et de partenariat avec l'autre corps. Il va falloir aussi que le cadre, c'est souvent un peu plus facile pour l'inspecteur parce que c'est plus proche de son métier, beaucoup plus éloigné peut-être pour le personnel de direction. Il va falloir mobiliser des capacités à conseiller, à évaluer en apportant son expertise et sa force de proposition à partir d'une analyse objective d'une situation. Les inspecteurs sont plus amènes à faire ça, c'est plus proche de leur métier. Les personnels de direction, c'est plus éloigné, mais ça les amène aussi, les personnels de direction, à monter en compétence dans ce domaine-là. Après, bien sûr, il y a tout ce qui relève du respect de la déontologie, inévitablement, quand on est évaluateur. Hein. Et puis, c'est l'occasion pour ces personnels-là, inspecteurs ou personnels de direction, de saisir l'opportunité de développer son potentiel et de se former, de s'auto-former. Voilà, toutes ces compétences que les cadres vont être amenés à mobiliser peut-être un peu plus ou différemment que dans l'exercice propre de leur métier. Donc, on est persuadé que l'évaluation, ce dispositif d'évaluation des établissements aussi participe à la montée en compétence des cadres de l'académie. Voilà. Merci Christophe. Peut-être une petite question complémentaire. Quel est alors l'impact, on va dire, de ce que tu viens d'exposer sur le plan de formation proposé, justement pour les chefs d'établissement et l'accompagnement des chefs d'établissement évalués par exemple? Alors, comme je viens de le dire un petit peu, on sent en discutant avec les collègues, en participant à des évaluations, en faisant des bilans, puisqu'on fait des bilans aussi avec les pilotes, hein, à l'issue de chaque semaine d'évaluation, quinzaine d'évaluation, qu'il y a des sujets sur lesquels il faut accompagner peut-être un peu plus les collègues cadres. Alors, dès cette année, hein, sans modifier, sans révolutionner le plan de formation, on a changé la demi-journée d'information sur l'auto-évaluation. On a une demi-journée d'information sur l'auto-évaluation à destination des chefs dont les établissements vont être évalués la campagne suivante. La première année, on a fait ça assez institutionnellement, en étant très proche, et c'est normal, hein, du cahier des charges du CE, du conseil d'évaluation de l'école. Dès cette année, on va faire bouger un petit peu notre présentation, on va la faire évoluer justement pour tout le temps s'inscrire, bien entendu, dans ce cadre du CE, mais en étant peut-être plus prosaïque et plus pratico-pratique et pragmatique sur comment il va falloir faire, qu'est-ce que vous allez devoir mobiliser, et qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous allez devoir prioriser et peut-être un peu moins prioriser, hein, en gardant le cadre et les outils qu'on t'avait proposé, Francis. On a mis en place cette année un parcours de formation, là encore très modeste, hein, et qui existait plus ou moins dans les années précédentes. On l'a un peu modifié justement avec la mise en place, le déploiement d'évaluation d'établissement, qu'on a appelé piloter, animer un collectif apprenant, faire évoluer son management, et puis acquérir des techniques d'animation de collectif, et notamment là en partenariat avec Canopé sur les Liberating Structures. Ça a eu lieu là le 13, parce que ça devait être en janvier, puis avec la Covid on l'a repoussé. Les quelques collègues, ils étaient une bonne dizaine qui ont participé à ça. On les a bousculés un peu et on les a amenés à réfléchir sur le management, hein, pour faire simple, hein, management vertical, management horizontal, ni l'un ni l'autre, l'entre-deux, le oblique, mais pourquoi et le pourquoi, pas simplement du point de vue de l'institution, pourquoi du point de vue des acteurs? Parce qu'on a en face de nous
des personnels qui ont d'autres attentes, et puis les mêmes qu'il y a 10 ou 15 ans, parce que la société a évolué, parce que nos enseignants, nos personnels ont évolué aussi dans leurs attentes et dans leur mode de fonctionnement. Donc on a eu une demi-journée là-dessus, et après, comment les mettre en activité plus collaborative, plus horizontale. Et donc, on s'est appuyé sur les formateurs de Canopé, sur les Liberating Structures. Et c'est un parcours, puisque là, maintenant, les collègues vont essayer petitement de mettre en œuvre des animations avec ces techniques-là dans leurs établissements, accompagnés par les formateurs. Et il y aura un retex à la rentrée sur voilà, où vous en êtes, comment ça s'est passé, et pour que ces personnels deviennent peut-être aussi relais, ressources au sein de leur réseau. Pour compléter cette formation-là, on a déployé un Erasmus+, où on a envoyé 9 collègues et qu'on va répéter l'année prochaine avec les mêmes collègues et aussi avec d'autres. Cette année, il n'y a pas eu d'inspecteurs qui ont pu s'y joindre parce que les calendriers avec les reports, ça a été compliqué. Mais on a des inspecteurs qui ont manifesté leur intérêt. Donc un Erasmus+, pour aller voir, bien sûr, les autres systèmes éducatifs, mais surtout comment dans ce système éducatif, justement, c'est fini, il n'y a plus de piles. Si? Non, il n'y a plus de piles. Si, il faut appuyer sur le bouton. Oui, donc comment dans ces établissements étrangers, on met en branle justement, on met en marche, on met... Bon, je vais parler fort, c'est mort, je pense. Comment on met en branle, qu'on met en marche justement ces dynamiques collectives, hein. Donc des collègues sont allés en Autriche, donc sont allés en Finlande. L'idée, c'est pas de faire des copier-coller parce que les systèmes sont totalement différents et les personnels sont aussi, n'ont pas les mêmes statuts, n'ont pas les mêmes expériences. Oui, merci. Merci, ça marche, oui. Et donc l'idée, voilà, c'est de voir comment on peut peut-être s'inspirer, décliner de techniques, de management et aussi de conception du système pour être plus, modifier quelque peu nos managements. Donc on a mis en place cet Erasmus et on va continuer. Et puis, on a appuyé un peu plus sur un module de déontologie. Pour l'année prochaine, c'est encore de faire évoluer cette demi-journée d'information. Comme je vous l'ai dit, c'est de reconduire le parcours de formation tout en l'appuyant sur le parcours que va mettre en place et déployer l'IHESEF, le plan managérial, hein, avec lequel Guillaume et moi nous sommes en contact et qui va être déployé à 3 niveaux et pour l'instant sur le premier niveau. Un plan managérial, la destination des cadres en 10 modules et comment nous on va articuler ce qu'on a petitement fait cette année en complémentarité du plan managérial national qui va être déployé par l'IHESEF avec lequel on est en contact et puis on reproduira l'Erasmus+. Voilà comment, mon cher Philippe et chers collègues, j'essaie et nous essayons avec Yacine Karim et Guillaume et les ingénieurs de formation de faire évoluer quand même la conception et le contenu du plan de formation des cadres avec ce qu'on retient de l'évaluation des établissements. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps et peut-être quand même revenir sur les 2 collègues, les 2 témoins qui sont venus nous accompagner. Donc déjà, Virginie, sur le premier degré, là on a parlé de l'impact sur les cadres du premier degré. Quid de la participation à l'évaluation des écoles des directeurs et des directrices, s'il te plaît. Merci. Alors, deux phases de développement. Lors de la mise en œuvre de la démarche d'auto-évaluation d'une part, pour les directeurs d'école évalués, et lors de la participation à une évaluation externe, puisque l'équipe est toujours composée de 2 copilotes, un directeur et un IEN. Alors, je me suis appuyée sur l'échange avec 2 directrices, hein, je vous rappelle qu'on a assez peu de recul, pour illustrer le propos qui suit. Concernant la phase d'auto-évaluation, les directrices ont eu à appréhender des modalités de travail qu'elles connaissent peu ou qu'elles sont peu habituées à pratiquer. D'abord, l'analyse d'indicateurs, la formalisation d'un état des lieux, d'un diagnostic, le tout réfléchi et partagé avec l'ensemble d'une communauté éducative. Les outils statistiques n'étant quasiment jamais utilisés, regardés, appropriés même par les équipes enseignantes. Également, le pilotage de groupes de travail et la délégation que cela suppose, afin de ne pas être surchargé de travail, c'est des éléments qu'elles ont eu à appréhender, qu'elles ont découverts. Alors, elles ont appris sur le tas, mais voilà, elles se sont retrouvées à envisager le quotidien de leur école au-delà des approches pédagogiques habituelles. Ceci a nécessité un changement de posture, elles me l'ont clairement indiqué, au-delà de la construction des projets pédagogiques qu'elles pratiquent couramment. Alors, concernant la fonction d'évaluatrice externe, je peux commencer par vous dire que cette fonction les a fortement intéressées. Elles étaient très motivées à l'idée de participer, après avoir été elles-mêmes évaluées.
On peut noter un engagement dans la démarche communicative avec d'autres collègues directeurs, parce qu'après, elles en ont énormément discuté avec les collègues lors d'échanges informels. Et c'est vrai que le réseau a joué quand on sait qu'on va être évalué. Savoir qu'un directeur, une directrice l'a vécu ou a été évaluateur, c'est quelque chose qui fonctionne bien. L'une d'entre elles me précise observer une autre école que la sienne fonctionner aide à gagner un regard décalé sur sa propre pratique. Elles décrivent une expérience très enrichissante, en particulier s'agissant de la relation avec les différents partenaires et l'ouverture de l'école vers l'extérieur. La prise de conscience s'est surtout opérée lors de recueil de données durant les entretiens. Elles ont été un petit peu chamboulées par certains entretiens en s'imaginant, elles, dans leur quotidien, vraiment en n'ayant pas imaginé tout ce que les gens vivaient en dehors de l'école en particulier. Elles envisagent maintenant très différemment le projet d'école, aussi bien sa formalisation que son utilisation, et elles souhaitent vivement caler son architecture sur celle de la restitution de l'évaluation, pour une mise en pratique rapide et pertinente du projet. Elles ont appris à piloter, en tout cas à leur manière, et voilà. Elles retiennent l'importance, mais aussi la difficulté pour une équipe enseignante d'ouvrir certaines thématiques à d'autres regards, afin d'aller vers des regards croisés. Peut-être un bémol à signaler, les relations hiérarchiques directeur-IUN, qui peuvent rendre l'équilibre du copilotage difficile à envisager pour les directeurs. Donc voilà, c'est un point de vigilance qu'il faut qu'on ait chacun en tête. Je suis allée vite. Merci. Et on voulait ensemble absolument finir par les élèves, hein, puisque voilà, si on fait tout ça, c'est quand même au bénéfice des élèves. Et donc, Francis, même si tu en as déjà parlé un peu tout à l'heure, du début de ce projet, quelques premiers bilans sur l'impact sur les élèves et sur tes professeurs, et puis peut-être un peu sur la relation avec les familles, si ça a évolué quelque peu ou plus quand même. C'est ça. Merci, oui, parce que je voulais évoquer aussi la relation avec les familles. Donc, le premier, c'est déjà qu'on a remarqué que les élèves ont beaucoup plus progressé sur l'année. Ça, c'est le premier point qu'on a remarqué, la différence peut-être d'autres classes. L'absence de concurrence, je l'ai dit, et puis l'entraide, qui était vraiment la clé de la réussite en fait, de ce fonctionnement dans cette classe. L'élève, il est davantage acteur de sa scolarité. Ça, on l'a vraiment remarqué, parce que c'est lui qui va choisir, qui va travailler à son rythme pour lui permettre d'acquérir davantage de compétences. Pour les parents, je ne l'ai pas dit en particulier, mais c'est vrai qu'on a même changé, parce qu'on voulait tout changer. Les conseillers de classe, on les a fait exploser. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout le fonctionnement habituel. Bon, avant de rentrer à la classe auto, moi ça fait longtemps, hein, ça fait 18 ans que je suis chef d'établissement. Moi les conseillers de classe, j'en peux plus. Donc je me suis dit, il faut qu'on fasse autrement. Parce que j'entends toujours les mêmes choses. Donc, quand on suit les conseils pendant 2 semaines, on n'en peut plus. Un dernier, hein, tu te rappelles, on n'en peut plus. Donc on a totalement cassé le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est parti sur... Alors c'est beaucoup plus long, c'est chronophage. On commence assez tôt, c'est-à-dire qu'on a, avant de recevoir des parents, on a des parents et des élèves qui viennent. L'élève, il a préparé en amont, avec le professeur principal, en fait, sa synthèse du trimestre. Ensuite, il est avec son papa et sa maman, il la présente devant nous, devant une équipe, il y a un binôme. Alors là, pour l'instant, on a fait en sorte de créer plusieurs binômes avec un personnel de direction et un professeur au moins de la classe. Donc un échange avec les parents et l'élève. Mais avant qu'on reçoive les parents, on a reçu les délégués de classe, qui nous ont fait rapporter aussi leurs difficultés, le fonctionnement et le retour des élèves. Quand on fait ce fonctionnement, alors c'est chronophage parce que ça dure un peu plus de 2 heures. Le conseil de classe, c'est un peu plus court. On a un peu plus de 2 heures, donc on reçoit les parents, tous les parents sont venus. Tous les parents sont venus. Dans notre établissement, je pense que pareil ailleurs, beaucoup de parents ne viennent jamais aux réunions parents-prof. Là, ils sont tous venus. Tous venus et on avait un échange avec les familles, que souvent on n'a pas. Donc ça, on s'est dit, ça peut nous permettre de supprimer cette réunion parents-prof et de faire davantage lors de ces conseils de réussite. Et à l'issue du conseil de réussite, on a les parents d'élèves qui font le bilan aussi avec nous. Donc on cale le dernier rendez-vous du papa qui est parent d'élève et à l'issue, on fait l'échange. Donc ça, c'est très bien. L'autre bilan qu'on fait en particulier, c'est que maintenant, on a d'autres professeurs qui viennent nous voir. Ah, j'aimerais bien travailler dans la classe autonome. Donc c'est bien. C'est-à-dire que là, on se dit, il y a quelque chose de gagné. C'est-à-dire qu'on a commencé à essaimer. Autre point, quand le recteur est venu, c'est la question qu'il avait posée aux élèves. Est-ce que vous voulez continuer vos classes autonomes? Moi, j'avais dit assez tôt, c'est qu'en 6e. Je ne veux pas poursuivre pour pas créer une classe comme ça qui suit. Qui ferait les 4 ans. Je dis ça, je ne veux pas qu'on fonctionne comme ça, c'est pas le rôle de l'école. Et l'idée, c'est de se dire, hop, les élèves partent, ils vont essaimer dans d'autres classes. Et c'est ce que les élèves ont rapporté. Alors peut-être parce que je leur ai mis dans la tête, peut-être. Mais les élèves ont dit eux-mêmes, non, nous ne veut pas du tout rester en classe autonome. Alors ils ont dit à terme, ils disent, on est prêt, on se sent prêt à rentrer. Alors c'est bizarre de dire d'être prêt à rentrer en classe de 5e alors qu'ils sont en 6e. Hein.
ils sont prêts à y aller et se dire mais nous on va aider d'autres camarades qui auront des difficultés et leur montrer qu'ils peuvent être autonomes et réussir. Donc voilà, on a trouvé que c'était un retour qui était très intéressant. On a eu des élèves qui étaient totalement mutiles, qui ne parlaient jamais, qui là ont parlé. Bon, on a vu, alors on ne vend pas du rêve, hein, certainement pas. On a des secteurs là aussi des élèves qui relèvent des enseignements adaptés, ça n'a pas changé. Ils relèvent toujours des enseignements adaptés, il n'y a pas de problème. Il y a bien les professeurs qui sont formés à cela. Mais en tout cas, ils ont permis d'avoir plus confiance en eux. Et ça a été gagné. Donc voilà, donc on n'a que les éléments positifs, les parents sont très satisfaits de ce fonctionnement-là. Et maintenant, ils disent, mais plein de parents voudraient intégrer la classe autonome, on va devoir faire peut-être un tri l'année prochaine. Voilà. Merci, voilà, on est arrivé au terme de l'heure, Guillaume. Merci Philippe d'avoir fait l'effort d'être en distanciel avec nous. Merci Virginie, merci Francis d'être venu jusqu'à nous. Et voilà, je ne pense pas qu'on a de questions.